que vous êtes sur le point de regarder là, c'est une seule vidéo, une seule matière, une seule année. Nos stagiaires chez France Capacité, eux, ils ont accès à ça pour chaque matière, chaque année depuis 2016, avec des QCM interactifs, des simulateurs de calcul et des formateurs disponibles quand ils bloquent. Aujourd'hui, on vous offre la correction complète de la partie gestion financière du sujet 2025. C'est gratuit, en accès libre. C'est exactement ce type de préparation qui permet à 9 de nos stagiaires sur 10 de réussir. Regardez, jugez par vous-même. Passons au problème numéro 2. Plusieurs questions nous concernent dans cette partie. Nous allons répondre aux questions 2, 3, 4 et 5. Nous étudions ici l'amortissement d'un véhicule d'occasion acquis pour 88 704 € hors taxe. Point essentiel à retenir, l'amortissement démarre non pas à la date d'achat du 5 février 2025, mais à la date de mise en service effective, c'est-à-dire le 25 mars 2025. Cette distinction est fondamentale et constitue une erreur fréquente dans les copies. La durée d'amortissement est de 4 ans. S'agissant d'un véhicule d'occasion, la méthode linéaire s'applique obligatoirement. Donc le point de départ est bien le 25 mars 2025. Nous avons un exercice comptable classique de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année N, et nous faisons nos calculs sur une base de 360 jours, c'est-à-dire 12 mois de 30 jours, pour simplifier. Nous allons calculer d'abord la dotation annuelle constante. Elle se calcule en divisant la valeur d'origine par la durée. 88 704 € divisé par 4 ans, soit 22 176 €. Ça correspond au montant de l'amortissement d'une année complète. Pour l'année 2025, nous devons appliquer le prorata temporis. Le véhicule est mis en service le 25 mars, donc il doit commencer à être amorti à partir de ce jour, ce qui laisse 6 jours en mars puisque nous retranchons les 24 premiers jours du mois. Le mois d'avril à décembre représente 9 mois, soit 270 jours. Le total s'établit à 276 jours pour la première année. La dotation 2025 est calculée proportionnellement, soit 22 176 fois 276 jours sur 360, ce qui donne 17 002 €. Les années 2026, 2027 et 2028 correspondent à des exercices complets. La dotation reste constante à 22 176 € pour chacune de ces années. Enfin, la dernière année, qui est l'année 2029, constitue le complément de la première année 2025. Il reste 84 jours à amortir, soit 360 jours, moins les 276 jours qu'on a déjà amortis en 2025. La dotation finale en 2029 s'élève à 5 174 €. Attendez, petite pause. Ce que vous regardez là, c'est déjà du lourd. Mais imaginez arriver le jour de l'examen en ayant travaillé chaque type de question qui peut tomber. Sur 6 matières, sur 10 ans de sujet. Imaginez avoir un simulateur où vous entrez les données d'un énoncé et il vous guide calcul par calcul. Et un formateur que vous pouvez appeler quand vous bloquez. Pas un chatbot, un vrai formateur. C'est ça la différence entre le taux d'échec national et 9 réussites sur 10 chez nous. Le tableau d'amortissement attendu présente 5 lignes correspondant aux 5 exercices. En 2025, sur 276 jours, la dotation de 17 002 € génère un cumul identique et une valeur nette comptable de 71 702 €. En 2026, sur un exercice complet de 360 jours, la dotation de 22 176 porte le cumul à 39 178 et ramène la valeur nette comptable à 49 526. En 2027 et 2028, la même logique s'applique. Les cumuls atteignent successivement 61 354 puis 83 530, avec des VNC respectives de 27 350 et 5 174 €. En 2029, la dotation finale de 5 174 sur 84 jours porte le cumul à 88 704, soit exactement la valeur d'origine, et ramène la VNC à 0. Retenez 3 éléments clés pour l'examen. Premier point, l'amortissement démarre toujours à la mise en service, jamais à la date d'achat. Deuxième point, la première et la dernière année font systématiquement l'objet d'un calcul au prorata temporis, sauf si la mise en service a lieu le premier jour de l'exercice comptable, bien entendu.
Troisième point, le cumul des amortissements doit impérativement égaler la valeur d'origine et la VNC finale doit être nulle. Nous abordons maintenant l'analyse des soldes intermédiaires de gestion sur deux exercices, N et N-1. L'objectif est de calculer trois indicateurs majeurs, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation et la capacité d'autofinancement. Pour chaque indicateur, nous calculerons également son poids relatif par rapport au chiffre d'affaires et comparerons les résultats au seuil de référence du secteur. La valeur ajoutée. Elle mesure la richesse créée par l'entreprise. La formule est la suivante. Chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. Ces consommations intermédiaires sont constituées des achats consommés et des autres charges et achats externes. Pour l'année N, le calcul s'établit ainsi. 1 303 717 € de chiffre d'affaires moins la somme de 147 479 € d'achat de matières premières et 428 984 € d'autres achats et charges externes, soit une valeur ajoutée calculée de 727 344 €. Rapportée au chiffre d'affaires, elle représente 56%. Pour l'année N-1, le calcul donne 1 358 150 € de chiffre d'affaires, moins la somme de 142 361 € d'achat de matières premières et 452 001 € d'autres achats et charges externes, soit une valeur ajoutée de 763 742 €, représentant également 56% du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on constate ici? La valeur ajoutée reste stable à 56% du chiffre d'affaires sur les deux exercices. C'est un excellent résultat puisque le seuil de référence dans le secteur du transport se situe au-dessus de 50%. L'entreprise crée de la valeur de manière constante et performante. L'excédent brut d'exploitation. Il représente le résultat opérationnel avant éléments financiers et exceptionnels. La formule part de la valeur ajoutée à laquelle on ajoute des produits complémentaires comme les subventions d'exploitation et à laquelle on soustrait les impôts et taxes, les salaires et les charges sociales. Pour l'année N, on reprend les 727 344 € de valeur ajoutée précédemment calculés, moins 5 483 € d'impôts et taxes, moins 306 692 de salaires, moins 82 927 de charges sociales, soit un EBE de 332 242, représentant 25,49% du chiffre d'affaires. Pour l'année N-1, 763 742 € de valeur ajoutée, moins 6 752 d'impôts et taxes, moins 294 812 de salaires, moins 80 041 de charges sociales, soit 382 137 € d'excédent brut d'exploitation, représentant pour l'année N-1 28,13% du chiffre d'affaires. L'analyse révèle 2 points. Premier constat positif, les deux ratios dépassent le seuil minimal de 25% requis dans le secteur. L'entreprise dégage bien un excédent d'exploitation suffisant. Second constat à surveiller, le BE diminue de près de 3 points entre N-1 et N. Cette baisse s'explique par une hausse de 4% des charges de personnel. L'entreprise a probablement procédé à des recrutements ou à des augmentations salariales qui pèsent sur la rentabilité opérationnelle et qui se reflètent dans le BE qu'on vient de calculer. La capacité d'autofinancement. Elle mesure les ressources internes générées par l'activité. La formule complète part du résultat net auquel on ajoute les dotations et les valeurs nettes comptables des éléments cédés et on retranche les produits de cession et les reprises sur amortissement et provisions. Pour l'année N, partons du résultat net de 236 453 €. Nous ajoutons les dotations aux amortissements de 42 465 et la valeur nette comptable des immobilisations cédées de 103 860. Nous retranchons les produits de cession d'immobilisation de 119 038. Nous ajoutons les dotations exceptionnelles aux provisions de 18 000.
Nous retranchons enfin les repris sur amortissement de 4 121 et les repris sur provision de 6 200 euros. La CAF de l'année N s'établit à 271 419. Pour l'année N-1, le calcul est plus simple. Nous partons du résultat net de 182 926, plus les dotations de 32 964, moins les produits de cession de 42 202, moins les repris sur amortissement de 1304, soit une CAF de 172 384 euros. La CAF de l'année N s'établit à 271 419 euros et représente 21% de chiffre d'affaires. La CAF de l'année N-1 est de 172 384 euros, représentant 13% du chiffre d'affaires. L'évolution est remarquable. La capacité d'autofinancement progresse de 8 points de pourcentage entre les deux exercices. En N-1, le ratio de 13% était préoccupant, car largement inférieur au seuil de 20% recommandé. En N, l'entreprise redresse la situation avec un ratio de 21%, repassant au-dessus du seuil critique. Cette amélioration témoigne d'une meilleure génération de ressources internes. Récapitulons. La valeur ajoutée reste stable à 56% sur les deux exercices, nettement au-dessus du seuil de 50%. Excellent. L'excédent brut d'exploitation s'établit à 25,49% en N et 28,13% en N-1, tous deux supérieurs au seuil de 25%, mais avec une baisse à surveiller liée aux charges de personnel. La capacité d'autofinancement passe de 13% en N-1 à 21% du chiffre d'affaires en N, franchissant le seuil critique de 20%. Le bilan global est positif avec une amélioration notable de la génération de trésorerie et une capacité d'autofinancement retrouvée en N et N. Passons à la question suivante qui est la question 4 portant sur le calcul des délais de paiement. L'analyse des délais de paiement repose sur deux formules. Le délai fournisseur se calcule en divisant les dettes fournisseurs par les achats et charges externes, toutes taxes comprises, TTC donc. Le tout multiplié par 360 jours. Le coefficient 1,2 permet d'intégrer la TVA à 20%. Pour l'année N, le calcul s'établit ainsi. 128 710 euros de dettes fournisseurs au passif du bilan, divisé par la somme de 147 479 euros d'achat et de 428 894 euros d'autres achats et charges externes au compte de résultat. Le tout multiplié par 1,2 pour obtenir le TTC, puis multiplié par 360 jours. Le résultat donne 67 jours de délai de paiement fournisseur. Pour l'année N-1, la même logique s'applique. 130 132 euros de dette fournisseur, divisé par la somme de 142 361 et 452 001 d'achats et de charges externes, fois 1,2 multiplié par 360 jours, soit 66 jours de délai de paiement fournisseur. Les délais fournisseurs restent stables ici, autour de 66-67 jours sur les deux exercices. L'entreprise règle ses fournisseurs dans des délais qui sont constants. Le délai client se calcule en divisant les créances clients par le chiffre d'affaires TTC, multiplié aussi par 360 jours. Le coefficient 1,2 permet d'intégrer la TVA à 20% également. Pour l'année N, 247 260 euros de créances clients à l'actif du bilan, divisé par 1 303 717 euros de chiffre d'affaires fois 1,2 multiplié par 360 jours, soit 57 jours de délai de paiement client. Pour l'année N-1, même logique. 297 348 euros de créances clients, divisé par 1 358 104 euros de chiffre d'affaires, fois 1,2, multiplié par 360 jours, soit 66 jours de délai de paiement client. On remarque que le délai client s'améliore de 9 jours entre N-1 et N. L'entreprise encaisse plus rapidement ses créances, ce qui constitue un point positif pour la trésorerie. Abordons maintenant un point crucial.
Dans le secteur du transport routier des marchandises, la réglementation fixe un délai de paiement maximal de 30 jours. Or, l'entreprise affiche 57 jours en N et 66 jours en N-1, soit respectivement plus 27 et plus 36 jours au-dessus du plafond légal. Cette situation constitue un problème majeur. Les conséquences sont triples. Premièrement, le besoin en fonds de roulement s'en trouve artificiellement gonflé, puisque l'entreprise finance ses clients sur une période excessive. Deuxièmement, la trésorerie disponible est réduite d'autant, créant des tensions potentielles sur la capacité à honorer les échéances courantes. Et puis troisièmement, l'entreprise s'expose à des risques de pénalité de retard et à des litiges commerciaux. 3 actions prioritaires doivent être mises en œuvre. Première action, instaurer un système de relance systématique et automatisé. Les relances doivent intervenir à J-7 avant l'échéance, à J-3, puis à J+1 en cas de dépassement. Cette discipline de gestion est indispensable. Deuxième action, envisager le recours à l'affacturage. Ce mécanisme permet d'obtenir un paiement immédiat de 80 à 90% du montant des factures, moyennant un coût qui se situe entre 1 et 3% du chiffre d'affaires. L'amélioration de trésorerie de cette méthode compense largement ce coût en général. Troisième action, accélérer la facturation. Les factures doivent être émises dans les 24 à 48 heures suivant la prestation. Plus la facturation est rapide, plus le délai de paiement effectif se réduit. Une action complémentaire consiste à proposer un escompte pour paiement anticipé, par exemple 2% de remise pour un règlement à 15 jours. Cette incitation commerciale peut s'avérer en général très efficace. Les points clés à retenir suite à cette analyse. Nous constatons un délai client hors norme légale, 57 contre 30 jours. Une amélioration intervient en année N, mais elle est insuffisante, on l'a vu. Les actions prioritaires à mettre en place, ce sont des relances, faire appel à l'affacturage et établir une facturation rapide. Nous terminons avec l'analyse de l'équilibre financier selon l'approche fonctionnelle. Nous devons calculer 3 indicateurs dans la question 5, le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Nous vérifierons également la cohérence des calculs par 2 méthodes différentes. Le fonds de roulement net global FRNG mesure l'excédent des ressources stables sur les emplois stables. La formule additionne les capitaux propres, les provisions et les emprunts et retranche les concours bancaires courants et l'actif immobilisé. Pour l'année N, prenons les capitaux propres de 462 190 €, ajoutons les provisions pour risques et charges de 18 000, ajoutons les emprunts de 370 000 et retranchons les concours bancaires de 7 502 € ainsi que l'actif immobilisé de 266 297 €. Le FRNG s'établit à 576 391 €. Pour l'année N-1, les capitaux propres s'élèvent à 427 554 €, les provisions à 6 200, les emprunts à 691 731, il n'y a pas de concours bancaire et l'actif immobilisé atteint 296 683 €. Le FRNG de N-1 s'établit à 828 802 €. L'analyse révèle 2 points. Premier point positif, le FRNG reste largement positif sur les 2 exercices, témoignant d'une structure financière saine où les ressources stables couvrent largement les emplois stables. Second point à noter, le FRNG diminue de 30% entre N-1 et N. Cette baisse s'explique principalement par le remboursement massif d'emprunts à hauteur de 321 000 €. L'entreprise utilise en fait sa trésorerie pour se désendetter, ce qui est une stratégie financière saine. Le BFR, besoin en fonds de roulement, mesure le décalage entre les emplois et les ressources d'exploitation. La formule part de l'actif circulant, retranche les disponibilités, puis retranche l'ensemble des dettes courantes, à savoir les dettes fournisseurs, les dettes sociales et fiscales et les autres dettes. Pour l'année N, l'actif circulant s'élève à 788 823 €.
Nous retranchons les disponibilités de 541 563, les dettes fournisseurs de 128 710, les dettes sociales et fiscales de 75 601 et les autres dettes de 619 €. Le BFR de N s'établit à 42 330 €. Pour l'année N-1, l'actif circulant atteint 1 024 697 €. Nous retranchons les disponibilités de 727 349, les dettes fournisseurs de 130 132, les dettes sociales et fiscales de 65 584 et les autres dettes de 179 €. Le BFR N-1 s'établit à 101 453 €. L'évolution est remarquable. Le BFR reste positif, ce qui signifie que le cycle d'exploitation génère un besoin de financement. Cependant, ce besoin diminue de 58% entre N-1 et N. Cette réduction importante témoigne d'une excellente gestion du cycle d'exploitation. L'entreprise a notamment réduit ses délais clients de 9 jours, comme nous l'avons vu précédemment, ce qui explique en partie cette amélioration. La trésorerie nette peut se calculer de deux façons pour en vérifier la cohérence. La première méthode consiste à soustraire le BFR, besoin en fonds de roulement, du FRNG, fonds de roulement net global. La seconde méthode consiste à soustraire les concours bancaires courants des disponibilités. Appliquons les deux méthodes pour l'année N. Première méthode, 576 391 € de FRNG calculés au début de l'exercice, moins 42 330 € de BFR, égale à 534 061 € de trésorerie nette. La seconde méthode nous donne 541 563 € de disponibilité au bilan, en N, moins 7 502 € de découvert, égale à 534 061 €. Les deux méthodes donnent un résultat strictement identique. Vérifions pour l'année N-1. Première méthode, 828 802 € de FRNG moins 101 453 € de BFR égale à 127 349 € de trésorerie nette. Seconde méthode, 727 349 € de disponibilité est égale à la trésorerie nette puisqu'il n'y a pas de découvert bancaire. Cette double vérification est essentielle à l'examen. Elle prouve la fiabilité de vos calculs et vous permet de détecter des éventuelles erreurs. Dressons le bilan global de l'équilibre financier de cette société. Le FRNG s'établit à 576 391 € en N contre 828 802 € en N-1, soit une baisse de 30%. Le BFR passe de 101 453 en N-1 à 42 330 € en N, soit une diminution de 58%. La trésorerie nette atteint 534 061 € en N contre 727 349 € en N-1, soit une baisse de 27%. Plusieurs enseignements se dégagent ici. Premier point, le FRNG reste largement positif, garantissant une structure financière équilibrée et saine. Deuxième point, la forte réduction du BFR témoigne d'une amélioration significative de la gestion du cycle d'exploitation, notamment par la réduction des délais clients. Troisième point, la trésorerie reste très confortable à 534 000 € malgré une baisse liée au désendettement et aux investissements. Quatrième point, l'entreprise mène une politique financière cohérente en utilisant sa trésorerie excédentaire pour rembourser ses emprunts et investir dans l'outil de production. La conclusion est sans appel, l'entreprise présente une situation financière très saine, avec des équilibres respectés et une gestion dynamique de ses ressources. Nous avons parcouru l'ensemble des questions retenues pour cette correction. Récapitulons les points essentiels à retenir. Sur les coûts de revient, la méthode Trinum constitue la méthode la plus précise pour refléter la structure réelle des coûts. Sur l'amortissement, retenez 3 règles. Le départ à la mise en service, le prorata temporis en première et dernière année, et la cohérence entre cumul et valeur d'origine. Sur les soldes intermédiaires de gestion, l'entreprise présente une valeur ajoutée stable à 56%, un excédent brut d'exploitation au-dessus du seuil malgré une légère baisse, et une capacité d'autofinancement en nette amélioration à 21%.
Sur les délais de paiement, le point critique réside dans le dépassement significatif du délai réglementaire de 30 jours, avec 57 jours constatés. Les 3 actions prioritaires sont les relances automatisées, l'affacturage et la facturation rapide. Sur l'équilibre financier, tous les indicateurs restent positifs avec un FRNG solide, un BFR en forte baisse et une trésorerie confortable à 534 000 euros. Pour réussir ce type d'examen, suivez ces principes méthodologiques. Présentez systématiquement vos calculs étape par étape avec les tableaux qui vous sont donnés. Apprenez les formules par cœur parce qu'elles constituent la base de votre raisonnement. Analysez toujours vos résultats parce qu'un chiffre seul ne suffit jamais. Comparez systématiquement aux seuils et normes du secteur et proposez des actions concrètes et opérationnelles lorsque la question le demande. L'examen a lieu une fois par an, en octobre. Si vous le ratez, vous attendez 12 mois. Si vous êtes sérieux dans votre projet de créer votre entreprise de transport, prenez 20 minutes pour en parler avec un conseiller. C'est gratuit, c'est sans engagement, et on vous dit clairement si la formation est adaptée à votre situation et comment la faire financer.